ils n'ont pas le choix. Ouais, moi, d'abord, merci pour cette position d'Israélien. Vous êtes ici. Je voudrais revenir sur la société israélienne, justement, parce que vu d'où on est, pas fort, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait qu'il y a des manifestations quelque part à Jérusalem, comme tu l'as cité, quelquefois à Tel Aviv, mais on n'arrive pas à se faire une image actuelle de, ceux qui veulent la guerre, les extrémistes qui sont pro-Netanyahou, ceux qui sont passifs complices, comme tu l'as expliqué. Je pense que dans le film Oui qui va sortir, c'est aussi ce biais qui est montré. Mais moi, j'ai du mal à me représenter aujourd'hui la population, les gens d'Israël, les Israéliens, et le partage de ces sentiments, de ceux qui disent rien, de ceux qui bougent, qui osent bouger, parce qu'il faut être courageux, effectivement, et puis ceux qui soutiennent le gouvernement. J'ai beaucoup de mal à me faire une présentation globale de cette population. Je ne sais pas si tu peux nous éclairer. Mais nous, on a notre ami. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis militantes qui travaillent dans le conflit, qui connaissent des Palestiniens, mais j'ai beaucoup d'autres amis qui ne sont pas engagés. Les parents de. Tu vois Merci, Chloé. et les parents des amis de nos enfants, c'est les gens qu'on aime. Et c'est les gens qu'ils manifestent contre la guerre, mais ils disent tout le temps, on n'a aucune empathie pour les Palestiniens. On peut plus s'entendre sur l'histoire de Gaza, ça ne nous intéresse pas. C'est très commun d'entendre ça. Même les gens qui manifestent contre le gouvernement, contre la guerre, ils parlent d'otages. Ils ne parlent pas des Palestiniens. Donc il y a un bloc, ça s'appelle le bloc contre l'occupation, dans chaque manifestation. C'est les gens qui vont vraiment parler de Palestiniens, de droits. Mais ça commençait avant la guerre. Ça commençait avec les manifestations contre les coups judiciaires en Israël. Et là aussi déjà, et Michael Sfard, il a écrit un livre dessous qui explique très bien que la dégradation de démocratie en Israël est liée directement, mais pas en termes généraux, directement. On peut prouver ça et en manière empirique, et que le démarche pour faire fondre l'institution démocratique en Israël est motivé par la même personne qui veut approfondir l'occupation, annexer les territoires, etc., par telle et telle motivation. Moi, j'ai même été... J'ai parlé dans un atelier de Sciences Po exactement de ça, et quelques mois avant, à Dijon, avant le 7 octobre, c'était même avant le 7 octobre. Et il y avait des manifestations dans tout le pays pour dire démocratie, démocratie, démocratie. Oui, c'est ça, le judiciaire, voilà. Et il crie démocratie, mais il ne parle pas d'occupation. Excusez-moi. Tu ne peux pas parler de démocratie quand il y a 7 millions juifs et 7 millions arabes, palestiniens, et que 5 millions... Attends, je finis la phrase. 5 millions de Palestiniens, ils ne sont pas citoyenneté. Ils n'ont pas le droit de voter. Et tu contrôles... Et tu dis démocratie, démocratie, mais tu ignores la plus grande barrière face à la démocratie israélienne. Et donc, il y a une volonté d'aller vers le monde, être plus démocratique, plus ouvert au monde, etc. Mais sans parler de problèmes, le plus grand problème qui existe depuis des générations et bien sûr depuis les 2 octobre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Les manifestations contre le gouvernement avant la guerre, c'était très, très varié. Voilà. Moi, j'ai participé pendant chaque semaine. Je suis allé à Jérusalem et tu sais que c'est dur. Ouais. Oui. C'était un sujet, l'occupation. Oui. Oui, il y a le blanc. Je me permets de vous lire un extrait d'un entretien de Nadav Lapid, donc, qui est ce réalisateur qui a donc, réalisé Oui. Il dit... Oui, parce qu'il était donc déjà exilé en France depuis 4 ans, puis il est retourné en Israël après le 7 octobre 23. Et il dit « J'y retrouve beaucoup d'amis chers dont je partageais le deuil, de bons Israéliens, des gens de gauche, tout entiers gouvernés par la vengeance, devenus sourds à toute considération humaine. Comme si le traumatisme du 7 octobre s'inscrivait chez eux dans un présent éternel, comme si c'était la reddition d'un nouvel holocauste. Je comprends à ce moment que la suite va être horrible.
À vrai dire, j'avais déjà commencé à écrire un scénario sur le rapport entre l'art et le pouvoir dans un pays malade. Je décide de le conserver et de l'adapter à cette horreur du moment. Le scénario de Oui était déjà l'histoire de l'aliénation au pouvoir. Il est devenu la chronique de l'acquiescement au pire. Juste pour dire que, évidemment, comment dire, je sais plus, je crois que c'est toi qui m'as dit, ou c'est toi à un moment qui m'a dit, attention, le fascisme, voilà, c'est pas parce que nous, ici, on vous accueille et qu'on vous demande, alors ça se passe comment la société israélienne, qui apparemment, pour certains, est qualifiée de malade, on n'a pas aussi, nous, à être vigilants sur la question de la démocratie, on n'a pas, voilà, on n'a pas comment dire, de leçons à donner, avec ce qui Mais nous, on travaille, moi, dans mon travail, on a des connexions avec les oppositions polonaises, avec les oppositions hongroises. Et en fait, il y a un essai de... Je pense que je parlais avec toi dans la voiture l'autre jour, on essaie d'apprendre un à l'autre. Ce n'est pas le fascisme aujourd'hui, c'est une forme de néofascisme, on l'appelle le populisme, le néonationalisme aussi, si tu veux, et il y a des différentes définitions. Mais il y a des modalités très claires comment tu fais fondre une démocratie, et tu vois, ça ressemble partout, et ça existe en Inde, voilà, beaucoup de pays, pas que les pays occidentaux. Mais aujourd'hui, surtout en Amérique, et si je me permets aussi, je quand même étudié en France un peu, et ça va venir en France aussi. Voilà, il n'y a aucun doute. Donc, et il y a des liens de gauche libérale, machin. C'est pas même gauche, parce qu'on parle de gauche, mais c'est les camps démocratiques, en fait, et qui essayent de créer quelque chose. Je peux dire que les enfants de Netanyahou, ils sont tout le temps chez Orban, en Hongrie, en Budapest, et ils sont tous liés, ils sont connectés. Il y a une élite populiste mondiale, etc. Bon, juste pour dire ça. Par rapport à la société israélienne, c'est une société très, très complexe, très diverse. Mon papa, il est né à Jérusalem d'une famille qui venait de Kurdistan, nord d'Irak. Ma mère, elle est née à Bucarest, en Roumanie, d'une famille qui venait de Transylvanie, en Hongrois. Toute la famille de ma mère était tuée à Auschwitz. Toute la famille de mon père venait d'Irak et rentrait à Jérusalem. Donc, tu vois, c'est déjà une société très diverse. Les Juifs qui venaient du monde musulman, ils portent une caractéristique sociologique particulière. C'est eux qui parlent arabe. Mon grand-père, il parlait arabe. Mon père, il parle arabe. Moi, j'ai appris l'arabe de mon père, en fait. Mais en même temps, mon père, il appelait Abdallah, même s'il avait un nom juif, Ovadia, mais Abdallah, c'était son nom aussi. Mais les juifs qui venaient de pays arabes, des pays musulmans, parce que les Kurdes ne sont pas arabes, et aussi il y a des juifs iraniens, etc. Normalement, c'est les plus antagonistes par rapport aux Palestiniens, même si au niveau culturel, ils sont plus proches. Et il y a des différentes paradoxes dans la société israélienne. Par exemple, les ultra-orthodoxes, les très très religieuses, si tu veux, ils sont dans le gouvernement, ils votent pour la guerre, mais ils sont prêts à mourir et pas aller à l'armée. Donc ils ont exempté, comme on dit, de service militaire obligatoire en Israël, et en même temps, il soutient la guerre, quand même, la audacité, si tu veux. Et par les juifs israéliens, il dit, il faut qu'ils vont à l'armée aussi. Moi, je comprends ça, mais moi, je dis, en fait, je ne veux pas qu'ils vont à l'armée. Je veux que mes enfants ne vont pas à l'armée. Je veux créer une réalité qui est différente. Je veux réunifier avec les ultra-orthodoxes, laisser le vivre dans leur bulle. Et de toute façon, le gouvernement, comment on dit, hawkish, extrême, radical, violente, elle les donne, elle exempte de la service. Et pourquoi la gauche veut, et la gauche en Israël, le grand message de gauche, c'est prendre les autres orthodoxes de l'envoyer à l'armée. En fait, c'est les seules sociétés qui sont antimilitaristes en Israël. Donc, on a quand même quelque chose à apprendre, même s'ils sont des fondamentalistes. Oui, il y a un côté fondamentaliste. Mais fondamentaliste, c'est un titre. C'est des êtres humains comme tout le monde. Les colons, c'est un titre. Les Palestiniens, des Gaza, des ci, des ça. Mais en fait, tout le monde, ils ont un côté humain. Et pour aller comprendre les sociétés israéliennes, c'est quand même pas très simple, pas très facile. Et parce qu'elle est très diverse. Mais comme Nir a dit, il y a une ethos national très très fort qui a renversé toutes les autres nuances. Il a effacé les yiddish,
il a effacé les juifs arabes, il a créé une nouvelle culture, les cultures hébraïques, les cultures juives, sionistes. Et le sionisme, c'est une autre manière d'être juif aujourd'hui. Donc pour beaucoup, l'être sioniste, c'est être juif, c'est être israélien en fait. Et nous, on a besoin de peut-être recréer une nouvelle culture qui dise, au-delà du sionisme, on peut être israélien, on peut créer un état civil. Mais dans l'état civil, les Arabes qui sont citoyennes, il y a presque 2 millions d'Arabes qui sont citoyennes en Israël. Pas 2 millions, mais presque, on peut dire. Ils parlent hébreu, ils participent dans l'État, même s'ils sont palestiniens. Donc on crée un état civil déjà. Et pour la société israélienne qui va au-delà du zionisme, judaïsme, etc., créer un israélisme comme il y a un état civil français. C'est très nuancé, c'est très complexe. Et dans cette culture sioniste israélienne, c'est une ligne directe de la Shoah jusqu'à le sionisme. La seule réponse d'extermination, c'est le sionisme. Et si tu veux, si tu continues ça encore un peu, soit les autres nous exterminisent, soit nous, on exterminise les autres. Et ça, c'est un rationalisme très fort qui rationalise ce qui se passe maintenant en Israël. Et si tu commences un débat politique avec un Israélien de mainstream, ça va à 5 minutes le maximum jusqu'à ce que ça arrive à la Shoah. Parce que cette réalité, cet rationalisme, il est très très fort en Israël. Je veux dire quelque chose, c'est très fort en France et c'est très fort en Europe aussi. Parce que la Shoah, c'est peut-être la chose la plus forte qui définit l'Europe aujourd'hui. On a créé l'Europe après la Shoah, sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que c'est aussi important pour les pays européens de préserver les communautés juives qui quittent, en fait. Les Français, aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens, ils quittent l'Israël, mais beaucoup de Français, ils viennent en Israël, parce qu'ils disent la France est antisémite. Et moi, comme Israélien, je ne comprends pas ça, je ne sens pas ça, mais vraiment, je ne connais aucun juif français qui dit, tous les juifs français que je connais me disent qu'il y a un antisémitisme profond. Et je pense qu'on a créé une réalité que le criticisme sur le sionisme et sur Israël devient déjà antisémitisme pour les Israéliens. Et il faut nuancer les débats. Moi, je pense qu'il faut sanctionner et boycotter les institutions israéliennes. Comme Israélien, je dis ça, c'est pas facile. Nous deux, on est chercheurs dans l'université hébraïque. Et on peut payer un prix, mais c'est filmé là. Je peux payer un prix pour dire ça en Israël. Mais en même temps, il faut accueillir les Israéliens dans le monde, dire vous êtes partie de famille humaine, vous êtes partie de notre... Voilà. Et boycott culturel, c'est très grave. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec convaincre un pays de reconnaître les crimes qu'elle a fait? C'est pas simple. Donc, faire comprendre la société israélienne avec 1 million d'immigrants de la Russie, avec les Éthiopiens, avec les Kurdes, les Marocains, et les Irakiens, les Juifs, Polonaises, etc. C'est très compliqué. Mais il y a une couche sioniste très forte, une ethos très fort. En Israël, comme enfant, que tu grandis sur la Shoah, qui est la seule manière de sortir de la Shoah, c'est les cimetières militaires. Et c'est là qu'ils nous permettent la vie. Et il y a plusieurs jours par l'année où il y a une alarme et tout le monde arrête, les autoroutes arrêtent, toutes les voitures dans l'autoroute arrêtent et tout le monde sort et tout le monde se met debout. Comme ça, pendant 2 minutes, il y a un son qui traverse l'espace public partout dans le pays et tout le monde s'arrête et se met debout. Et dans les écoles, moi, je n'étais pas un très bon élève, mais une chose, je me souviens très fort, c'est les cérémonies de la Shoah et les cérémonies de mémoire des soldats et des citoyens qui sont tués dans les attentats. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et c'est quelque chose que... Et il grave, comme on dit, on grave ça dans le pot, sous le pot des enfants. Et c'est ça qui rend les enfants... Moi, je connais des ados qui vécu le Covid, après une année de manifestation, et pour une coup judiciaire, et après 2 ans de guerre, imagine-toi, on a déjà quoi, 6 ans. Donc, les enfants qui deviennent 18, maintenant, qui vécu le 7 octobre, qu'Israël multiplie les traumatismes tout le temps, et exploite, et comme on dit, manipule cet traumatisme pour créer un ethos plus fort. Et ces enfants qui avaient une enfance de merde, excusez-moi, mais depuis le Covid, ils étaient à l'école... il n'y avait pas vraiment une stabilité dans leur vie avec 3 ans de manifestation, 2 ans de guerre, etc. Et ils arrivent maintenant et ils reçoivent une arme, un uniforme, une meaning, un sens dans la vie. Et donc, c'est très, très fort. Et c'est ça aussi, Chloé et moi, parce qu'elle est en train de quitter, qu'on voit nos amis avec des enfants un peu plus grandes, qui déjà, il arrive à l'âge de 17, 18, il veut aller à l'armée. C'est très difficile. Et nous, on ne veut pas participer, on ne veut pas être complices. Et donc, aller
contre l'éthos de ta société, on n'est pas encore comme la Russie. On ne paye pas un prix très très grave dans notre corps, dans notre liberté personnelle, mais ça arrive. Ça arrive et c'est une question de temps jusqu'à que l'oppositionnaire en Israël vont payer un vrai prix de violence, d'arrestation, etc. Mais on est quand même, on a un espoir et il faut quand même qu'il y aura les gens courageux qui seront prêts à payer un prix. Et sinon, voilà, et on a perdu. Mais je pense que d'un côté, tu as dit que c'est très différent. C'est vrai que le conflit israélo-palestinien est très particulier. Mais il y a deux choses que je veux dire. Peut-être ce sera... On va laisser après la parole revenir, si tu veux bien. Bah, Vas-y. OK. Donc, moi, je veux dire deux choses. Et après, ici, il y a d'autres questions. Mais d'abord, ça fait partie d'une lutte mondiale. Comme je dis déjà, le populisme en Israël. Netanyahou, c'est peut-être un des premiers populistes. Parce qu'il a pris pouvoir la première fois en 1996. Et il a déjà utilisé des comportements politiques. Moi, je me souviens, j'avais 16 ans. C'était 1 an après l'attentat, ou 6 mois après l'attentat de Rabin. Et il a utilisé des slogans en répétition. Et je me souviens, j'étais ado, mais ma mère, elle était là, devant la télé. On avait une chaîne. Donc, on a regardé la télé. Elle m'a dit, en fait, ma mère, elle a grandi dans le Roumanie de Ceausescu. Elle m'a dit, en fait, Netanyahou, il me rappelle Ceausescu. Aujourd'hui, cette très bonne, cette métaphore entre Ceausescu et Elena Ceausescu, Nicolas et Elena Ceausescu, et Netanyahou, Benjamin et Sarah Netanyahou, il y a beaucoup en Israël qui font cet équivalent parce qu'il était déconnecté, il était très riche, etc. Elle m'a dit, il me rappelle Ceausescu, il répète les phrases, il répète les slogans, il est comme un néofasciste. Je me souviens de ça, j'avais 16 ans, ma mère m'a dit ça. Et Netanyahou était un des premiers populistes. Il était un, comment on dit, les oiseaux qui nous disent avant que quelque chose arrive. Voilà, annonce le printemps plutôt, mais le harbinger, on dit en anglais, qui nous annonce quelque chose. Netanyahou était un des premiers populistes. Mais aujourd'hui, c'est un problème mondial. Aux États-Unis, c'est clair. Et, etc. J'ai donné déjà des autres exemples et j'ai déjà dit que je pense que ça va venir en France. Donc déjà, je pense qu'on a besoin de clarifier quelques valeurs au niveau d'humanité, au niveau politique et au niveau concret aussi, de créer des liens parce que tu peux vivre à Mirmande, dans ta petite maison qui est très cool, etc. Mais l'Europe est déjà en guerre. Et en fait, il y a des challenges qui finalement, ils arrivent à notre porte. Et donc, moi, je sais que c'est très cool d'être déconnecté de la politique, et vivre dans la Drôme, et voilà, faire la danse, machin, tout ça, c'est cool. Moi, j'aime ça. Mais en fait, il faut qu'on... Moi, j'ai des enfants, je veux quand même qu'ils ne vivent pas, si on peut, éviter la catastrophe de mes grands-parents. Il vaut mieux de faire travailler et de faire clarifier les valeurs. Ça, c'est une chose. Et ça fait partie d'Israël, et pas dans ce sens, elle n'est pas toute seule dans l'espace. La deuxième chose, je veux dire que Jérusalem, spécifique particulièrement, l'attaque de 7 octobre porte le nom de l'esplanade de mosquée, qui est cette photo-là, c'est l'esplanade de mosquée. En fait, tu n'as pas mis le dôme de rocher avec l'or, etc. Mais cette esplanade, elle s'appelle El-Aqsa, c'est un mot dans le Coran. Et l'attaque de 7 octobre, elle porte le nom de cette mosquée. Et il y a un symbolisme énorme dans la ville de Jérusalem qui peut-être, comme il dit, utopimise, qui symbolise le conflit en large. Et Jérusalem, c'est une ville qui est sacrée à 3 religions, qui est proclamée comme capitale par 2 nations. C'est une ville de destruction perpétuelle. C'est une ville où le chrétianisme a commencé, la plus grande religion du monde. La 3e ville sacrée pour la 2e religion du monde, l'islam. Le lieu de rencontre depuis les Byzantines et l'islam, depuis les croisades, etc. Et je pense que si nous, le monde, l'humanité, la société humaine, la famille de peuple, comme on veut, quel cliché qu'on veut, on arrive à imposer un paix sur Jérusalem, sur la terre sainte, ça donne un vrai espoir pour l'avenir de l'humanité. Mais si on n'arrive pas, je pense que le démarche est assez grave, parce qu'Israël, ce n'est pas juste un pays qui est menacé. Israël ne peut pas être faible, parce que, voilà, si tu regardes la Bosnie après Dayton, après l'accord de Dayton, elle dégrade. Il n'y a pas de violence, ils sont arrêtés de tuer, mais le pays dégrade. Elle affaiblit, et peut-être en regardant
les populations d'origine serbe en Bosnie, il y aura un conflit de nouveau dans les Balkans. Peut-être. Mais Israël, s'il affaiblit, finalement, elle sera attaquée. En Israël, il y a un arsenal atomique. Il y a maintenant un gouvernement radical. Et c'est une menace réelle pour la stabilité du monde. On a un intérêt qu'Israël sera un pays modéré, démocratique, qui fait la paix avec ses voisins. Il y a un intérêt très fort pour l'humanité, pour les États-Unis, pour les Nations Unies, à mettre la pression sur Israël, parce qu'Israël est trop fort pour elle-même. Et aucun de ses voisins peut le menacer en ce moment. C'est peut-être bien comme Israélien, je ne veux pas que ma famille soit menacée, mais on est trop fort pour nous-mêmes, pour notre bien-être, quoi. On est trop fort pour notre bien-être. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Moi, j'étais à l'armée, je suis devenu un homme très fort, j'étais devenu un guerrier, et finalement, je m'ai mis tout le temps dans des situations dangereuses. Parce que j'étais fort, parce que j'étais guerrier. Et finalement, je me suis dit, bah, c'est dingue, je veux être très fort pour me protéger. Et finalement, le fait que je suis fort, je me mets en danger tout le temps. Et j'ai besoin de quelque chose d'extérieur qui me sauve de ce cycle. Mais ce n'est pas juste pour moi. Je pense que c'est vraiment l'intérêt régional et l'intérêt international. Donc, c'est vraiment, si tu veux, Jérusalem comme un symbolisme de tout ce conflit. On a un vrai intérêt humain et c'est pour ça que moi, je n'aime pas Macron, il faut dire. Ce n'est pas mon tasse de thé, on peut dire. Mais en même temps, Kapovti, voilà. En même temps, je l'apprécie pour ce qu'il fait maintenant par rapport à l'Israël-Palestine. J'apprécie le mouvement international qui met pression sur Israël. Et je dis ça comme Israélien. Mais je dis ça aussi comme être humain, comme citoyen français, etc. Donc voilà. Alors, j'avais quelques questions effectivement à poser. Vous venez de parler donc du plan de Trump. Oui. Euh, c'est quand même une reddition, tellement de Hamas. Mais on pense qu'une reddition, c'est on leur demande de déposer les armes et de disparaître. Vous pensez réellement qu'ils l'ont accepté? J'ai du mal à le croire. Donc pour le Hamas, c'est très difficile maintenant à suivre leur discours. Et tous les websites officiels sont fermés. La plupart de leur leadership tués. À Gaza, les gens qui sont responsables, ils sont vraiment cachés dans les tunnels. Il y a les gens qui sont restés vivants, c'est les gens pas très importants qui maintenant dirigent le mouvement sur le terrain. Et il y a quelques leaders de Hamas. Hamas, il a Hamas Gaza, tu as Hamas Cisjordanie, tu as Hamas international. Donc Hamas international, il y a quelques leaders qui restaient. Là-bas aussi, Israël a tué pas mal de leur leadership international. Donc c'est pas facile à suivre le discours, mais c'est quand même, on a quelques outils. Moi, tout ce que j'ai, c'est de suivre les échos de discours internes de Hamas, comme c'est présente dans certains sites web en arabe, etc. Et je fais la meilleure, mais je sais que ça représente pas mal. Tu peux avoir une image, donc une idée, voilà. Et oui, Hamas, elle veut... La plus grande ennemie de Hamas, c'est la solution des deux États. C'était déjà le cas depuis les années 90. C'est les attentats qu'ils ont fait, toute leur lutte contre la solution des deux États. Ils avaient pas mal de partenaires très, très bons dans le mouvement radical extrémiste israélien juif, qui aussi voit ça. Donc Hamas, elle comprend que cette solution ne serve pas les buts de Hamas, du mouvement même. Mais il y a au minimum, je peux juste dire vite, deux réalités qui peut-être vont presser Hamas vers l'acceptation de ce plan. D'abord, le public à Gaza, Hamas est né à Gaza. Elle est née du public de Gaza. C'était pas né d'une organisation terroriste. Hamas était une organisation sociale de frères musulmans qui fait comme dit, welfare, l'aide sociale, etc. Et Hamas est ancré dans le public de Gaza. Et le public de Gaza, il les tient responsables à ce qui s'est passé. C'est un deuxième Nakba, et même pire au niveau des chiffres de ce qui s'est passé à 48. Et Hamas, oui, Israël, c'est le responsable, mais Hamas qui a sorti à cette opération de Toufan al-Aqsa, elle s'appelle, comment les déluges de l'Aqsa, voilà.
Et elle a amené cette destruction sur le peuple palestinien de Gaza. Et cette acceptation de 20 points, c'est le début de... D'abord, c'est la fin de la guerre. Les publics à Gaza sont fatigués, épuisés. Et c'est le début de reconstruction de Gaza. Et la reconstruction de Gaza, dans ces 20 points, a reçu le soutien, comme on dit, des murs à murs total du monde arabe et musulman dans la tête de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, elle va mettre beaucoup d'argent sur la reconstruction de Gaza. Donald Trump, il a dit aussi, il a dit l'inverse qu'il a dit avant. Tous les Gazaouis, ils restent à Gaza. C'est très important comme discours parce que Netanyahou, il a été accroché sur cette idée de Donald Trump à faire immigrer les Gazaouis. C'est un nettoyage ethnique. Et donc là, il était très clair, Donald Trump, que les Gazaouis, ils restent à Gaza. Et la reconstruction de Gaza, il va recommencer avec l'argent saoudien. Donc, si les Saoudiens, ils vont mettre leur argent, ils ne vont pas mettre l'argent sur quelque chose qui n'est pas stable, qu'Israël il va détruire Gaza de nouveau dans quelques années. Saoudiens, ils ont besoin de stabilité dans le Moyen-Orient pour réaliser leur plan. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, si tu veux, mais je peux, mais on laisse comme ça. Après, peut-être, je peux l'expliquer. Mais si Hamas n'accepte pas cette position, je pense qu'elle va perdre. Déjà, il y a des manifestations contre Hamas à Gaza, c'est très rare. Elle va perdre le soutien public. Mais Hamas, elle a resté plus ou moins toute seule dans le monde. Il y a 2 États qui soutiennent Hamas aujourd'hui, la Turquie et Qatar. La Turquie et Qatar soutiennent complètement les 20 points de Donald Trump. Donc si Hamas refuse, elle reste toute seule, elle reste isolée. Des dernières 2 États qui sont assez favorables vers les frères musulmans, c'est Erdogan et Qatar. Et donc, je pense que Hamas, même qu'elle a pas mal de raisons, je peux expliquer pourquoi il y a beaucoup de trous dans ces 20 points. Par exemple, entre les principes et les implémentations de retirement israélien, il y a retrait israélien, il y a beaucoup d'espace pour manipulation. Et Netanyahou, c'est le magicien de manipulation. Il est très doué à ça. Et donc, il y a beaucoup de... mais Hamas, ça laisse un espace pour Hamas de dire « mais oui, mais on veut quelques rassurances par Qatar et Turquie qui demandent les États-Unis de nous rassurer pour les retirements israéliens. Comme ça, Hamas peuvent jouer leur jeu, ils sont changés un peu. Et donc, cette fois, c'est bien fait. Et ce n'est pas Donald Trump. C'est pas lui, c'est une personne que je pense qu'il a une mentalité d'un enfant de 5 ans peut-être, mais autour de lui, il y a des personnes douées. Et donc, je peux aller plus loin dans mes explications, mais ce qui a créé le chemin vers ce moment, c'est l'échec israélien à bombarder le chef de Hamas à Doha. Et si vous vous souvenez, il y a quelques jours... Voilà, donc voilà. Et ça aussi, c'est un échec israélien. Et si vous avez vu la photo, que Donald Trump donne le téléphone à Netanyahou, qui doivent s'excuser devant les chefs d'État de Qatar, et devant tout le monde, quand même. Et donc, cette réalité a créé une situation géostratégique, des vecteurs régionaux qui permettent les deux côtés vraiment et arriver à mettre fin de cette guerre. Le problème, c'est que Hamas et Netanyahou, il ne veut pas finir la guerre comme ça. Chacun veut manipuler cette... Et si les Américains et le monde arabe sont, comme on dit, fermes dans cette implémentation, on peut arriver à ça. Et donc, il y a un vecteur qui est plus grand, plus large que Netanyahou et Hamas, ici. Et le vecteur, c'est vraiment le besoin saoudien, les besoins américains, les besoins arabes, égyptiens. Sisi, il a parlé... Il y a quelques années, tout le monde arabe a boycotté Qatar. Tout le monde arabe a boycotté Qatar. Après cet échec israélien à bombarder à Doha, tous les chefs de leaders arabes sont allés à Doha pour parler. Et ça, c'est un achievement incroyable pour Qatar, qui a été bombardé par Iran, si vous vous souvenez, et par Israël. Et elle a fait la meilleure qu'elle peut, un petit pays quand même, un petit pays. Avec ça, et maintenant tous les leaders arabes vont là-bas, et Sisi, il a dit, le leader égyptien, que si Israël ne change pas son comportement, elle va devenir ennemie. C'est la première fois depuis les 79 qu'ils ont fait l'accord de paix, qu'un président égyptien parle comme ça. Et donc,
tu vois, il y a un changement énorme dans le monde arabe. Et en fait, ce qui manipule maintenant Donald Trump, c'est le monde arabe et pas Israël. Et ça, c'est un changement qui, même si les 20 points sont problématiques, c'est un vecteur positif, comme je vois, dans la région. Et je pense que je suis allé un peu plus loin dans l'explication géostratégique, etc. Mais voilà, donc je ne mets pas confiance à Hamas ou à Netanyahou. Les deux côtés sont criminels, sont... Voilà. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Un peu dramatique, je sais. Mais... Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui veulent prendre la parole? Ouais, ok. Nat, vas-y. C'est juste une toute petite remarque sur ce que je viens de dire. Ça allait dans ce que tu as dit en analyse géopolitique, c'est que à partir du moment où les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale d'Israël, il y a déjà aussi un pas à faire contre l'humanité puisse œuvrer pour qu'il soit à nouveau la capitale de trois religions et d'une capitale internationale. Et non, merci beaucoup parce que toutes ces lectures, notamment aussi, étaient vraiment intéressantes à entendre. Et j'ai compris en t'écoutant que tu parlais arabe. J'ai compris comment tu parlais arabe. Je me demandais quand même si tu avais bien avant en fait le 7 octobre des amis palestiniens et comment quand vous revenez en Israël, comment ça se passe aussi pour les Palestiniens qui vivent en Israël, ceux que tu as nommés en disant ils sont résidents, ils sont israéliens mais ils n'ont pas les mêmes droits. Et comment se passent les relations entre toi et eux par rapport à tout ça? C'est une très bonne question. Merci. D'abord, 2016, les États-Unis sont à reconnaître 2017 Jérusalem comme capitale. Depuis 1967, la réunification de Jérusalem, il y a très peu de pays, presque aucun pays, à reconnaître Jérusalem comme capitale. Mais cette démarche de Donald Trump, dans son premier terme, il a quand même montré que l'opposition énorme dans le monde à cette démarche. Et il y aura beaucoup de pays dans le monde, la plupart des pays dans les Nations Unies, qui affirmaient leur opposition à cette démarche. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand Donald Trump il a fait ça. Mais oui, c'est vrai. Et peut-être il y aura une autre présidente après, ou peut-être même Donald Trump lui-même, qui va utiliser ça comme poids sur Israël pour le presser où il veut. Mais le problème, c'est que nous, on est assez dépendants dans la volonté d'un homme qui n'est pas très stable. Et je pense qu'il a fait ça, c'était même de côté américain, une stupidité politique. Moi, je suis en contact avec les ambassades américaines en Israël, à Jérusalem, et aussi avec le State Department. Et parfois, ils me consultent, ils consultent avec moi. Et je sais que c'était vraiment un intérêt américain profond de ne pas le faire. Donc voilà, il fait ce qu'il fait. Et maintenant, voilà. Et par rapport à mes amis palestiniens, oui, bien sûr, moi j'ai beaucoup d'amis palestiniens et c'était pas évident d'avoir des amis palestiniens. Je ne sais pas si les autres Israéliens ici, ils connaissent des Palestiniens, peut-être oui, peut-être non, mais déjà il y a des Arabes en Israël qui sont citoyennes, qui sont plus proches à nous et ils parlent hébreu. C'est plus facile. Il y a des relations, parfois professionnelles. Tu peux pas vivre en Israël sans voir des Arabes, parce que c'est les gens qui nettoient les bureaux, mais aussi les médecins, et dans les pharmacies. Et il y a beaucoup de Palestiniens dans les pharmacies, je ne sais pas pourquoi. Mais ils sont avec nous. Mais il n'y a pas beaucoup de relations amicales. Il y a des data même sur ça, je laisse tomber. Mais il y a des écoles partagées. Imagine-toi, c'est pas facile de faire des études d'éducation partagée juif-arabe en Israël. C'est un acte de rébellion contre la réalité. Mais il y a une chaîne d'écoles partagées, ça existe, il y a tout ça. Et Chloé, quand elle est arrivée en France de faire sa thèse en Israël il y a 20 ans... La mathématicienne palestinienne dont tu m'as parlé tout à l'heure. Non, mais je veux dire une autre chose. Okay. Elle m'a dit, moi, 2005, j'étais... Jusqu'à il n'y a pas longtemps avant, j'ai arrêté mon travail de sécurité. Après quelques années à l'armée, quelques années comme sécuritaire, armée, je commençais à étudier, changer politiquement, mais j'étais toujours très sioniste, j'étais toujours très national, si tu veux, mainstream.
Et Chloé, elle m'a dit une fois, elle arrivait de la France pour faire sa thèse. On était quelques semaines, ou quelques mois peut-être, on sortait ensemble. Elle m'a dit, je vais à Nablus. Naplouse. Voilà, c'est une ville dans la Cisjordanie. Et pas juste à Nablus, je vais dans cette camp de réfugiés. Et je lui ai dit, t'es fou, toi. Tu peux pas aller là-bas, ils vont te tuer. Je me souviens. Ouais, elle n'est pas là pour raconter sa version, elle est partie. Mais je l'ai dit, elle m'a dit, en fait, elle m'a dit, je peux pas être avec toi parce que tu es raciste. Moi, je dis, mais je suis pas raciste. Je dis la simple vérité. Et après, elle m'a dit, mais tu sais, pour moi, et toi, et un arabe, il n'y a aucune différence. Vous êtes d'ici, par hasard, je suis avec toi, mais je pourrais être avec un arabe, un palestinien. Et ça m'a quand même fait changer. Pas tout de suite, mais je pense qu'il y a un philosophe israélien très important, Yeshayahu Leibovitch, qui était le premier qui critiquait Israël après 67 par rapport à l'occupation. Tout ce qu'il a dit, déjà les premières années après 67, sont en train de réaliser en ce moment. Il y a une fois que quelqu'un l'a posé une question, qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans la vie d'un homme? Et il a tout de suite répondu sans réfléchir, parce qu'il était un homme, il a dit sa femme. Il a tout de suite répondu. Il avait une énorme sourcil, il avait une tête de philosophe, une tête toujours très vieux. Je pense qu'il est né vieux. Il était tout le temps. Il était le prophète de rage qui a critiqué Israël. Et c'est vrai, en fait, ma femme, c'était la personne la plus importante dans ma vie parce qu'elle m'a amené un regard extérieur de ce qu'Yanir a évoqué. Cette fermeture israélienne on est tous entre nous, même si on est laïque, on est juif. On est juif, tout le monde nous est contre nous, etc., etc. Et Chloé, elle a amené un humanisme, je sais pas, juste une approche externe qui était très simple. Et ça m'a ouvert beaucoup. Et quand j'ai appris, au fur et à mesure, sur le conflit et sur les narratives, les concepts de deux narratives, etc., et j'ai arrêté d'être sécuritaire, j'ai commencé à connaître les Palestiniens autrement. Et ça créait finalement des liens très profonds. Et aujourd'hui, je me trouve, je me suis trouvé, quand j'ai devenu activiste en Israël, avec des Palestiniens qui étaient devant moi dans le même champ de bataille, dans l'autre côté. J'ai créé des liens professionnels, j'ai créé des liens personnels. J'ai des amis qui ont perdu beaucoup de proches, de très proches, dans les guerres à Gaza, pas juste depuis les derniers 2 ans, même avant, à 2014, à 2021. J'ai des amis qui ont perdu leurs proches le 7 octobre. Donc, et on vit ensemble. On vit ensemble. Il y a un ami très proche à moi qui a perdu ses 2 parents le 7 octobre, qui était tué par un militant, un guerrier de Hamas, qui est partenaire d'un autre ami palestinien qui a perdu son frère il y a déjà 20 ans. J'étais à Lille il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, juste avant d'aller en Israël, j'ai passé à Lille, j'ai rencontré un Palestinien que je connais. Je donnais un discours là-bas, en conférence, et il y avait un Palestinien que je connais qui a perdu son frère, qui était en prison beaucoup d'années, sa mère était en prison beaucoup d'années, qui dirige un centre de non-violence palestinien dans la Cisjordanie. Et donc, il y a beaucoup de relations. Moi, j'ai même invité un ami palestinien qui vit dans la Cisjordanie et venir visiter la France avec moi une fois. Il était très pauvre et je payais le billet pour lui. Il restait avec la famille de Chloé, avec nous, et en Bretagne. Et c'était assez incroyable. Et je peux dire que il y a un écart énorme entre les Palestiniens et les Israéliens. Israël, c'est un pays riche. C'est un pays qui, au niveau de GDP, comme on dit, les Domestic Gross Product, ressemble à l'Allemagne. Ça ressemble à l'Allemagne. C'est vraiment un des premiers mondes, quoi. Avec une économie très, très forte. Avec une éducation. L'université hébraïque, c'est toujours dans le 100 universités les meilleures du monde. Le département des maths, c'est vraiment dans le plus avancé du monde, etc., etc. Voilà. Elle m'a choisi quand même. Elle m'a choisi quand même. Et donc, les Palestiniens, ils vivent dans un pays très, très faible, très pauvre. Donc, évidemment que quand nous, on se rencontre,
il y a toujours des écarts énormes en tout niveau, Mais moi, j'ai des amis de âme palestinienne, des partenaires et des gens que j'ai appris beaucoup. Et cette partenariat, on peut parler de géopolitique jusqu'à demain. Mais nous, on parle avec notre ami palestinien. Depuis le 7 octobre, on se rencontrait déjà à Chypre, à Berlin. On fait des rencontres pour parler de la géopolitique. Mais quand on se rencontre, on mange ensemble, on boit ensemble, on pleure ensemble, on papote, on parle sur l'amour, sur la vie. Et c'est ça, en fait. C'est pas juste parler de la politique, des grandes choses. Et en même temps, on ne peut pas être juste amis, ensemble, en faisant la fête, en ignorant ce qui se passe entre notre peuple et notre pays. Et donc, il y a une catch. Dans la réalité palestinienne, ça s'appelle anti-normalisation. On ne peut pas être normal avec les Israéliens pendant qu'ils sont notre occupant, nous oppriment. Donc, comment on fait? Mais en même temps, on ne peut pas finir l'occupation sans faire de partenariat avec des Israéliens. Donc, il y a un catch, comment on dit un catch, Un gap. un paradoxe ici qu'il faut surmonter. Mais même avec ce paradoxe, il y a finalement, c'est des êtres humains et on se raccroche. Il y a des amis très très proches, oui. Il y a des gens qui sont très importants. Il y a des gens qui connaissent mes enfants, que je connais leurs enfants. Les Palestiniens, Israéliens, aujourd'hui, ils voient ce qui se passe à Gaza. Les Palestiniens de Cisjordanie, ils voient ce qui se passe à Gaza et ils comprennent que c'est eux la prochaine. Et ils comprennent que maintenant, c'est eux qui doivent survivre. Ils font beaucoup moins de la lutte politique. Il n'y a pas de manifestations. Il n'y a pas de violence de leur côté, sauf c'est des violences suicidaires. Et la société est paralysée par la peur, par la compréhension qu'en fait, cet Israël, cet gouvernement, s'il ne change pas, c'est eux le prochain. Et c'est très grave d'avoir des amis palestiniens qui comprennent. Mais moi, comme Israélien oppositionnaire, je comprends bien que c'est eux les prochains, mais c'est moi qui vais après eux. Donc, voilà, c'est une réalité.